Muy buenos días a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a este seminario web del Proyecto Europeo POC-RISC en nombre de la dirección del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, el ICGC. El ICGC es el socio principal y coordinador del proyecto y también lo ha sido de proyectos transfronterizos previos entre Francia, Andorra y España, que han permitido trabajar conjuntamente en la evaluación del riesgo sísmico en el área pirenaica, en la mejora de las redes sísmicas para el monitoreo de la sismicidad y en la generación y difusión de alertas e información sísmica. El objetivo principal del proyecto que hoy nos ocupa, el proyecto POC-RISC, es proporcionar herramientas homogéneas de apoyo a la gestión operacional transfronteriza de crisis sísmicas. Estas herramientas son las que se presentarán y discutirán en este seminario. Quisiera mencionar y agradecer el trabajo realizado por el Servicio Geológico y Minero de Francia, el BERGEM, en la organización de este seminario web y también la colaboración en la difusión de este seminario por parte del Instituto de Estudios Andorranos, del Instituto Geográfico Nacional y de la Dirección General de Protección Civil de Cataluña. La respuesta masiva que hemos tenido a esta difusión es el reflejo del interés y de la necesidad de hacer una gestión eficiente de la emergencia sísmica y hacerla de forma conjunta y con herramientas comunes. Bienvenidos todos y muchas gracias a todas las personas que están presentes en la sala virtual. Cedo la palabra a Yanira Irizarry, técnica superior del ICGC. Yanira es la coordinadora técnica del proyecto POC-RISC y hará una breve presentación del mismo. Adelante, Yanira. Buenos días. Soy Yanira Irizarry y brevemente describiré en qué consiste el proyecto POC-RISC. El proyecto POC-RISC, por una cultura común del riesgo sísmico, es un proyecto financiado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de su programa Interreg 5A de cooperación entre España, Francia y Andorra. POC-RISC es un proyecto que da continuación a otros proyectos transfronterizos anteriores, como lo fueron SISPIR e ISAR. El proyecto inició en 2018 y concluirá a final del año en curso. Los objetivos de este proyecto son fomentar una cultura común sobre el riesgo sísmico en la región del Pirineo, mejorar y capitalizar el conocimiento del riesgo sísmico y de los elementos expuestos al mismo, evaluar este riesgo y contribuir a las estrategias de su gestión, además de proveer al público y a los gestores del riesgo de la información, los estudios y resultados del proyecto. El proyecto tiene 11 socios. Los socios españoles son el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Dirección General de Protección Civil de Cataluña, la Asociación de Consultores de Estructuras y DevErywhere España. Por parte de Andorra participa el Instituto de Estudios Andorranos. Del lado francés, los socios son el Servicio Geológico Francés, el Centro de Pruebas e Investigación Balabre, la Escuela Nacional de Ingeniería de Tarbes, DevErywhere Francia y el Servicio Central Sismológico Francés. El proyecto también tiene unas instituciones asociadas al mismo. Estas son de España el Instituto Geográfico Nacional, de Francia la Dirección Regional de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de Occitania, a la Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica, el Estado Mayor Interministerial de la Zona Sur, el Observatorio Midi-Pyrénées y la Universidad de Estrasburgo. El asociado de Andorra, por parte de Andorra, es el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Gobierno de Andorra. El proyecto consta de 5 acciones. Las acciones 1 y 2 corresponden a las actividades de gestión y comunicación respectivamente. Las 3 acciones restantes engloban las principales realizaciones del proyecto. La acción 3 desarrolla herramientas que ayudan a prepararse para la crisis sísmica. Como verán en breve, estas herramientas permitirán tener mapas del movimiento sísmico del suelo, escenarios de daño y un informe rápido del posible impacto del terremoto, tan solo unos pocos minutos después de este haber ocurrido.
La acción 4, dedicada a mejorar el conocimiento de la vulnerabilidad y la reducción del riesgo de los edificios esenciales. También para esto, en esta acción se incluye el análisis dinámico de 3 edificios esenciales instrumentados con acelerómetros, 1 en cada uno de los países participantes, y además se están redactando guías para la caracterización y reducción de la vulnerabilidad sísmica que próximamente estarán disponibles en la web del proyecto. La acción 5 se centra en las tareas de intervención postsísmica. En la misma se ha establecido un protocolo transfronterizo de cooperación entre los 3 países para el registro de réplicas de terremotos que sucedan en la zona de estudio. Además, se ha desarrollado una propuesta de un formulario sísmico de daños y una aplicación para la gestión y evaluación del daño sísmico en edificios. También se ha formado un grupo para la evaluación macrosísmica. La acción 5 también incluye la organización de 2 talleres, el primero de los cuales es el que ofrecemos hoy, para presentar las herramientas del proyecto, y un segundo taller que se realizará hacia final del año y será un simulacro para demostrar el uso de las mismas. Por último, quería mostrarles la página web del proyecto, que ya está en funcionamiento desde el año pasado, y en la que podrán encontrar mayor información sobre las actividades que hemos realizado. La misma está disponible tanto en francés como en español y próximamente estará disponible en catalán. Muchas gracias por su atención y ahora les dejo con Nathalie Basovalian, ingeniera del Entente Balabre, con unas palabras de parte de los servicios de protección civil envueltos en el proyecto. Bonjour. Je vais vous parler en tant que partenaire représentant la sécurité civile française et je vais vous présenter l'intérêt des organismes de sécurité civile partenaires du projet que sont de la Catalogne, DIGC et d'Andorre, EAE, dans le projet POC-RISC. En premier lieu, celui-ci est de travailler sur des propositions et des outils dans le cadre d'un projet qui pourrait éventuellement servir comme point de départ ou être directement incorporé dans les plans d'urgence dans le but d'améliorer la réponse opérationnelle. Également, ce projet permet d'établir des liens de travail entre les organismes de sécurité civile d'Espagne, de France et d'Andorre, ainsi qu'avec les organismes en relation avec le risque sismique dans ces pays. Ceci dans le but de collaborer en cas d'urgence sismique dans la région pyrénéenne, mais également de partager des expériences, d'organiser des échanges et des exercices périodiques. Plus précisément, pour rentrer dans le vif du sujet, rappelons ce qui est important dans la gestion d'une crise sismique. Tout d'abord, la rapidité de la prise en charge de la phase d'urgence. Également, le bon dimensionnement des secours. La bonne répartition des secours en priorisant là où les victimes sont les plus nombreuses. Également, la sécurité des personnes et des personnels intervenants. En proposant des outils optimisés et développés en relation avec les acteurs de sécurité civile, le projet POC-RISC répond à l'ensemble de ces besoins en proposant notamment les outils implémentés suivants qui améliorent la prise en compte rapide du séisme, avec, par exemple, l'information rapide des autorités de la zone grâce à la fiche SAIS-Aid qu'on va vous développer aujourd'hui dans le workshop, également grâce à une évaluation des dommages matériels et humains au niveau communal sur la zone pyrénéenne, grâce à la CheckMap, ainsi que des applications smartphones à usage opérationnel pour évaluer la vulnérabilité post-sismique des bâtiments pour la sécurité des personnes et des personnels opérationnels, et ça, il s'agit de l'app. Voici quelques éléments concernant la sécurité civile. Je vous souhaite un bon webinaire. Je passe la parole à la première session. Merci beaucoup Nathalie, merci à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits nombreux à ce webinaire. Nous allons essayer donc de tenir le timing de sorte à ce que vous puissiez vous connecter à tel ou tel moment.
Nous avons essayé d'organiser les présentations selon l'ordre chronologique qui va suivre la survenue d'un séisme, sur les actions à prendre en compte et de la manière dont les productions du projet POC-Risque peuvent y répondre. Donc tout de suite, nous allons commencer sur la première session qui est autour de la réponse rapide et l'estimation rapide de l'impact d'un séisme avec une première présentation sur les check maps. José Antonio, c'est à toi. Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio Jara, soy técnico de sismología del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y como ha comentado mi compañero Samuel, esta primera presentación va orientada a compartir el resultado del trabajo realizado para la generación de cartografía rápida en la evaluación de la intensidad del movimiento del terreno después de un terremoto. Esta cartografía rápida, como vemos en esta diapositiva, es la base que se utiliza para la estimación de los posibles daños y posterior generación de informes rápidos en caso de la ocurrencia de un terremoto. Vemos que no solo utilizamos esta cartografía, sino que después necesitamos datos de exposición y vulnerabilidad de las infraestructuras que están en el terreno. Y, como explicará mi compañera Caterina después, y finalmente se generan informes. Estos informes son los que se distribuyen se distribuirán a las autoridades y cuerpos de seguridad responsables de la gestión de la emergencia. Estos estudios, esta cartografía rápida se determinará para la zona de estudio del proyecto, que es la zona transfronteriza entre España, Francia y Andorra, para cualquier terremoto que se produzca de magnitud igual o superior a 3.0. Para realizar esta cartografía rápida necesitamos diferentes ingredientes. El primer ingrediente fundamental son las estaciones sísmicas que están en funcionamiento en todo este territorio por parte de las diferentes agencias y organismos responsables de la vigilancia sísmica. Estas herramientas nos permiten no solo localizar el terremoto y determinar su magnitud, sino también calcular de forma rápida los valores de aceleración y velocidad máximos registrados en estas estaciones. Cabe decir que desde un tiempo aquí los datos de estas estaciones se reciben en los diferentes centros de datos en tiempo real o cuasi real, pocos segundos después de su registro. Además de estos datos, también utilizamos la cartografía de los tipos de suelo según la escala europea EC8. Conocer el tipo de suelo que hay en cada punto es fundamental para determinar la posible amplificación del movimiento en ese punto. Recordemos que los suelos más blandos amplifican más o amplifican a diferencia de los suelos más duros, rocosos. Además, también como ingrediente utilizaremos los testimonios de las personas que puedan haber percibido el terremoto. Y, por último, los modelos de propagación y de estimación de estos valores en puntos en los cuales no tenemos medidas. Todos estos modelos, todos estos datos y modelos se cocinan. Aquí aparece una olla estándar, pero en este caso sería una olla express. Se cocinan muy rápido para poder disponer de las informaciones lo antes posible. Aquí vemos un cronograma de cómo se generan estas informaciones. En un tiempo inicial se produce el terremoto. En un tiempo aproximado, no superior a 5 minutos, ya disponemos de la localización del terremoto, es decir, dónde se ha producido el terremoto, de su magnitud, y gracias a los datos de las estaciones también de los valores máximos de aceleración y de velocidad del suelo. Estos valores son puntuales, hay un buen número de estaciones en la zona, pero hay otras zonas en las cuales no hay estaciones, evidentemente.
Por ello, aprovechamos los datos de los testimonios de las personas que perciben el terremoto y nos reportan el nivel de percepción. Esto nos permite, en un tiempo aproximado de 10 minutos desde la ocurrencia del terremoto, poder disponer de una cartografía continua de diferentes parámetros que nos indican el movimiento, cómo se ha percibido, cómo se ha movido el suelo en cada punto de la región. Una vez que se generan estas cartografías del movimiento del suelo, el sistema nos permite llamar al módulo de cálculo de los escenarios de daños que valora el posible daño en cada punto. Esto, como vemos en la línea temporal la línea temporal que vemos en pantalla, no se produce una vez, sino que es un proceso que se va iterando cada m minutos. Y esto sucede porque los datos de las estaciones no cambian, pero la recepción de información por parte de los testigos, de los testimonios, es progresiva. Como vemos en esta gráfica, en la imagen superior derecha, en la gráfica, vemos cómo el porcentaje de testimonios recibidos en los primeros 60 minutos después de la ocurrencia de un terremoto. Vemos que es asintótica y que evoluciona con el tiempo. Por eso hacemos que cada X minutos la cartografía se actualice y, por lo tanto, también la posible evaluación de los daños. Es fundamental poder disponer de los datos de estos testimonios y para ello existen en Internet diferentes cuestionarios. En este caso nosotros utilizamos los propios de las agencias que colaboran en el proyecto, el Instituto Cartográfico de Cataluña, el Instituto Geográfico Nacional, el BCSF en Francia y el Instituto de Estudis Andorrans en Andorra. Cada uno de estos organismos dispone de un cuestionario web que nos permite recoger estos testigos e integrarlos automáticamente en el sistema de generación de la cartografía de movimiento del suelo. Aquí vemos, una vez determinada esta cartografía, una vez se ha evaluado la cartografía de movimiento del suelo, la tenemos disponible a partir de los primeros 10 minutos en el sitio web del proyecto POC-RISC. Como ha dicho Yanira, está en 3 idiomas y aquí podemos ver un ejemplo del terremoto ocurrido en Navarra hace unos meses de magnitud 4.4. Pero en el sitio web podemos acceder al histórico de los diferentes terremotos para los cuales se ha calculado este tipo de cartografía. En el sitio web, aparte del mapa de intensidad, que es el que vemos a la izquierda, también podemos ver los valores de aceleración máxima registrados, representados como isolíneas. En esa cartografía podemos ver los puntitos, unos símbolos redondos, son círculos que corresponden a cada uno de los testimonios que hemos recibido, y los triángulos a los valores de las aceleraciones, de los datos de las estaciones, perdón. También podemos ver los valores de velocidad máxima y, para diferentes frecuencias, la aceleración espectral. Todos estos datos están disponibles en la página web. Aparte de estar disponible la representación cartográfica de los datos, también podemos descargar los archivos con los propios datos para poder tratarlos offline y poder hacer estudios más personalizados. Esto es todo. Doy paso a mi compañera Caterina para que continúe explicándonos cómo se evalúan los daños. Muchas gracias. Bonjour à tous. J'essaie de partager la présentation. Bonjour à tous, je suis Caterina Negulescu du partenaire français Berger. Je vais parler de l'estimation des dommages aux biens et aux personnes.
Donc, désolée. Qu'est-ce que c'est le risque sismique avant de parler des dommages? C'est la convolution entre un aléa sismique, qui est la probabilité qu'un séisme se produise dans une zone donnée, et la vulnérabilité. Oh, si on peut du mal. Désolée. Désolée, j'essaie d'arrêter. La vulnérabilité, qui est une mesure du comportement dynamique du bâtiment. Donc, en étudiant le comportement dynamique du bâtiment, on va pouvoir avoir la probabilité d'avoir des dommages. Donc, le risque sismique, c'est, comme je disais, la convolution d'un aléa sismique. Et l'aléa sismique, il est déterminé par la nature, donc il ne peut pas être réduit. On peut faire d'études pour évaluer mieux les effets des sites, pour mieux comprendre les ondes. On peut mettre des installations sismiques pour pouvoir enregistrer ce qui s'est passé, mais par contre, on ne peut pas réduire l'aléa. Par contre, la vulnérabilité, elle est déterminée par l'homme. Donc, la vulnérabilité, elle peut être réduite en utilisant les règles de conception parasismique des constructions. Je suis désolée. Donc, les étapes pour le calcul du risque sismique sont partagées en des étapes qui consistent la géophysique et des étapes qui consistent l'ingénierie. Donc, la géophysique étudie d'abord, une fois que le séisme est arrivé, il étudie l'arrivée des ondes au niveau des rochers. Et puis, par des calculs géophysiques, on va étudier le comportement du sol superficiel. Et on va mieux estimer l'arrivée de l'onde à l'endroit du bâtiment. Après, on a toute une partie ingénierie dans laquelle on va regarder le comportement des types de bâtiments qui sont sur la zone d'étude. Et pour chaque bâtiment, on va essayer d'étudier justement son comportement dynamique, sa réponse à un séisme. Et une fois qu'on a fait pas mal de calculs pour comprendre comment le bâtiment se comporte, comment les différents types de bâtiments se comportent, comment le sol se comporte, on va pouvoir faire une convolution entre le comportement du bâtiment et l'aléa au niveau du bâtiment pour pouvoir calculer le risque sismique. Donc, pour l'estimation rapide des dommages, le mot qui est nouveau, c'est surtout rapide, parce que l'estimation des dommages, on a fait déjà dans des projets antérieurs au projet POG-RISC. Donc, il y a deux enjeux qui sont différents. Le premier, c'est l'estimation des dommages, ça veut dire bien connaître la phénoménologie, et c'est un processus qui est toujours en cours, parce que on s'améliore tout le temps pour comprendre la phénoménologie du sol et des comportements des bâtiments. Donc, pour cela, il faut mettre en place des bases de données d'exposition, estimer la vulnérabilité et aussi avoir des méthodologies de calcul de dommages. Et le deuxième point, le deuxième enjeu, c'est l'estimation rapide des dommages. Et pour cela, il faut mettre en place une infrastructure informatique qui est capable de faire les dommages en temps réel. Il y a toute la partie que José Antonio vient de présenter sur l'enregistrement sismique. Et puis, il y a la partie qui correspond au calcul de dommages. Donc, pour l'infrastructure informatique liée au calcul de dommages, il y a besoin de méthodologies qui sont déjà codées informatiquement. Donc, il y a besoin des méthodologies qui existent et qui sont déposées sur des endroits spécifiques qui peuvent être accessibles automatiquement. Cette code de calcul de dommages, ils sont alimentés par les données qui viennent du projet POG-RISC, que ce soit le calcul de ShakeMap, comme José Antonio a présenté juste avant, ou les enjeux représentés dans une base de données qui est cadrée et commune, transfrontalière.
et aussi les méthodes de calcul. Donc, une fois qu'on a le code et les données du projet, on peut faire par appel de web service, faire des notifications automatiques et pour une réponse quasi temps réel, en fait, l'estimation, c'est comme José Antonio a dit, une dizaine de minutes après le séisme, on a un premier shake map et tout de suite après, on a un calcul de dommages par rapport à cette shake map produit par ICGC et une estimation de dommages quasiment instantanée après l'arrivée du shake map. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des web services pour avoir une interface pour end user pour qu'ils fassent eux-mêmes le calcul de dommages. Je suis désolée. Donc, pour l'adaptation de calcul de risque au projet POC-Risque, on prend le shake map calculé par ICGC, comme ils ont été présentés par José Antonio. C'est la carte d'intensité qu'on l'a en automatique. On a l'estimation de la vulnérabilité sur toute la zone du projet. On a le calcul de risque et de manière automatique, on va envoyer des notifications dans lesquelles on va avoir le nombre de bâtiments effondrés, endommagés et aussi les personnes. Et par mail, on peut avoir les PDF automatiques qui sont envoyés aux personnes qui prennent en charge la gestion de crise. Donc, la partie phénoménologique pour le calcul de dommages, elle est basée sur les études, sur les données empiriques antérieures, sur l'échelle macrosismique européenne, c'est à la base du calcul de dommages. En fait, l'échelle macrosismique européenne classifié les bâtiments en classes de A à F et on voit que les classes ABC, c'est des structures qui sont conçues sans calcul spécifique pour la résistance au séisme et les structures à partir de D, E et F sont des bâtiments qui sont conçus avec un niveau de conception parasismique. Donc là, c'est la matrice qui est peut-être la plus importante. Là, on a le degré de dommage des bâtiments. Ça, c'est sans dommage, degré très faible, degré négligeable. On va avoir ici degré 1, degré 2, degré 3. Le degré 4, il y a des dégâts importants. Degré 3, on a des dommages importants structuraux. Donc, on va voir que on a les dommages et l'intensité. On va voir que pour une intensité, par exemple, de 6, on n'a pratiquement pas de dommages importants pour tous les bâtiments qui sont conçus avec un code parasismique. Donc, cette matrice nous permet de classifier les bâtiments sur la zone d'étude dans différentes classes de vulnérabilité. Et une fois qu'on a les classes de vulnérabilité, on va pouvoir caler des indicateurs de vulnérabilité qui vont dire que le bâtiment il est plus ou moins vulnérable. Une fois qu'on a estimé la vulnérabilité des bâtiments, on va utiliser des distributions de dommages qui sont des formules de distribution de dommages qui vont nous aider pour le même typologie, à voir quel est le pourcentage de bâtiments qui seraient endommagés ou non. Donc, une dernière slide. Si j'y arrive. Donc, pour faire la notification automatique, on a un bâtiment là qui a une vulnérabilité de 0,4. C'est un bâtiment qui n'est pas vulnérable, qui est conçu avec des règles parasismiques. Et là, une vulnérabilité de 0,8, un bâtiment qui est vulnérable et qui n'est pas conçu avec les règles parasismiques. On va regarder sur ce graphique-là pour une intensité de 7, ou entre 7, c'est une intensité qu'on a observée après le séisme de Theil. On va voir que pour ce bâtiment-là qui est conçu avec les règles parasismiques, il y a approximativement 90% de chances de ne pas avoir aucun dommage et puis très peu de probabilité d'avoir des dommages faibles ou négligeables. Tandis que pour la même intensité, pour un séisme qui n'est pas conçu avec des règles parasismiques, on va avoir déjà 40% de chances d'avoir des dommages de degré 1, ça veut dire des dommages négligeables, mais on a déjà presque 30% de chances d'avoir des dommages
importants non structuraux. Et pour les dommages structuraux, on a 10% de chances d'avoir des dommages qui sont structuraux, donc qui nécessitent une inspection de bâtiment et une décision si on peut entrer ou non par la suite dans le bâtiment. Donc, en fait, c'est ça la différence de la vulnérabilité pour une même intensité. En fonction de comment le bâtiment il a été construit, il aura une probabilité de dommages plus ou moins importante. Donc, cela nous permet de faire les notifications automatiques. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolée pour le passage de slide qui a été compliqué. Merci, Caterina. Alors, moi, je vais vous présenter effectivement la partie d'après. Une fois que on a été en mesure de calculer ce qu'on appelle une check map, donc rapidement et automatiquement une carte d'ampleur de l'ampleur de la sévérité des secousses. Après quoi, on fait le calcul de dommages tel que l'a expliqué Caterina. Et puis après, l'idée, c'est de voir comment ces produits peuvent servir à l'aide à la décision. Alors, moi, je suis donc Samuel Auclair, je suis sismologue au BRGM et je travaille en particulier sur justement de voir comment peut se faire l'aide à la décision en cas de crise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un séisme majeur, alors on n'a pas forcément une grande expérience en France métropolitaine sur les dernières décennies, mais néanmoins le territoire a connu de ce type de séisme par le passé. Eh bien, ça peut prendre beaucoup de temps pour avoir une vision à peu près stabilisée de l'ampleur des bilans, qu'ils soient matériels ou humains. Et ici, on voit, c'est des modèles, hein, les traits pleins, la vitesse à laquelle se découvre la connaissance du paysage de crise en termes de nombre de décédés, par exemple, selon l'ampleur du séisme. La courbe noire, c'est pour des séismes avec moins de 100 décédés, donc des séismes relativement petits. Les autres courbes pour des séismes plus importants. Et on voit que ça peut prendre au moins une journée, voire des jours, avant d'avoir une idée, ne serait-ce qu'approximative, du nombre de victimes. Et la situation est la même en ce qui concerne les dommages au bâtiment. Donc, dans un appui à la gestion de crise, il y a vraiment cette notion d'appuyer le décideur, donc ça peut être les pompiers, les gestionnaires de crise, la protection civile, à construire de manière anticipée une connaissance situationnelle, donc vraiment savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain ou avoir une vision d'ensemble, avec une difficulté, donc d'avoir rapidement des tendances fiables, sachant que au début, les retours d'informations vont être parcellaires en provenance du terrain. Et donc, la nécessité, dans le même temps, d'avoir rapidement cette image globale, de sorte à pouvoir dimensionner au plus juste la réponse opérationnelle au séisme, la réponse de sécurité civile, demander des concours, des renforts autant que de nécessaire, de sectoriser l'intervention, voire de préarmer des dispositifs de réponse. La problématique, c'est que vous l'avez compris, Caterina le présentait, on a des modèles qui peuvent sembler parfois un peu compliqués, on a plein de boutons et le décideur, lui, va avoir un espace de décision dans la crise, hein, qui est assez, ce qu'on va dire booléen, c'est oui-non, c'est binaire. C'est pas pour dire que c'est simpliste, c'est juste qu'il faut une décision, il faut qu'elle soit efficace. On n'a pas le temps de tergiverser. Alors que nous, scientifiques, c'est vrai que nos modèles, derrière, demandent de nombreux paramètres qui eux-mêmes sont ajustables avec le bouton rouge, là, qui est le bouton nucléaire, qui est l'incertitude, hein, qui est dans une communication de crise ce qu'on ne veut pas avoir, ou ce qui est difficile à restituer. Alors, l'objectif des communiqués qu'on a mis en place, c'est de traduire justement une information qui soit scientifique, une magnitude, une intensité, voire même les modèles de dommages présentés par Caterina, en un renseignement qui soit utile au dimensionnement de la réponse opérationnelle. Donc, l'idée pour nous, ça a été de voir quels paramètres étaient signifiants, utiles, à restituer en cas de séisme. Et puis, donc, de voir comment l'idée, c'est vraiment non pas de faire des estimations très, très précises, mais bien de fournir rapidement des tendances fiables. Voilà. Donc, pas de donner des bilans à l'unité près, mais bien des tendances.
Alors, c'est une figure là que vous a un peu montré Katerina. L'idée, c'est de voir pour nous, c'est quelles sont les modalités de restitution de ces évaluations. Donc, on a vu ce schéma un peu où on voit en bas la carte d'intensité, puis après, on croise ça avec des dommages, on calcule des indicateurs en termes de victimes, de bâtiments endommagés. Et la question, c'est comment donner cette information, à qui, sous quel format, quand. De sorte et ça, on ne peut pas y répondre seul. La communauté scientifique n'a pas ce savoir-là. Donc, on a réalisé d'une part un questionnaire Internet dans le cadre du projet et conjointement avec un autre projet Interreg franco-italien, cette fois-ci, mais avec les mêmes objectifs, de sorte à essayer auprès de pompiers, d'acteurs de la sécurité civile, etc., d'évaluer leurs besoins de manière assez précise. Et puis, on a également, côté français, eu une rencontre avec les SDIS, donc les services de secours départementaux du massif pyrénéen, de sorte à poursuivre et à affiner cette analyse. Ce qu'il en ressort, en termes de besoins, c'est qu'on a identifié 2 indicateurs principaux, qui sont d'une part le nombre de bâtiments partiellement ou totalement effondrés, ce qu'on appelle les degrés de dommage D4 et D5 dans ce que vous a présenté Katerina juste avant, et parce que cet indicateur est une indication sectorisée des priorités pour les activités de sauvetage et déblaiement. Donc, d'aller sauver les victimes qui peuvent être enfouies sous des déblais. Et puis, l'autre indicateur, qui est un indicateur complémentaire, concerne le nombre de blessés. Là, l'idée, c'est de donner une indication quantifiée, de sorte à quantifier, à dimensionner la réponse opérationnelle en termes de moyens de secours à apporter et où. Et là, de la même manière, on l'a dit, hein, ça ne sont à ce stade que des modèles. Donc les modèles sont imprécis et il est illusoire d'avoir une estimation précise à l'unité près. Et là, il est ressorti de ces discussions finalement qu'une échelle, comme vous avez devant les yeux, logarithmique, donc par classe de 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1000, était a priori intéressante pour l'aide à des décisions rapides. Le format, c'est de donner un communiqué qui soit en une page recto PDF. Voilà, une information qui soit standardisée, facile à lire, sans de surplus d'informations, ne pas avoir une surcharge d'informations, qui puisse être envoyée en pièce jointe d'un mail, mais donc ça veut dire aussi contrôler la taille de ce fichier pour qu'il n'y ait pas de souci de transmission, et avec un temps optimal de mise à disposition de 30 minutes après la première secousse. En termes d'utilisateurs, 3 types principaux, ce n'est pas limitant, mais ont été identifiés d'utilisateurs. Tout ce qui va être décisionnel, de la réponse, on va dire, de la gestion stratégique de la crise. Donc, en France, ce serait la préfecture, par exemple. Les services à vocation plus opérationnelle, les services de secours. Et puis, les services qui vont être en charge de ce qu'on appelle le diagnostic bâtimentaire d'urgence. En France, c'est associatif, c'est la FPS. Dans d'autres pays, ça peut être un autre contexte. En Espagne, ce serait pour l'instant également avec un soutien associatif. Alors, quel usage pourrait être fait de ces données? Conforter ou infirmer la vision qui commence à se dessiner via les retours terrain, prioriser les reconnaissances, appuyer le prédéploiement des secours, anticiper le déclenchement des renforts, parce qu'au niveau des renforts, il ne s'agit pas juste parfois de demander des renforts, mais parfois il faut aussi demander qualitativement quels sont les effets à obtenir. Et là, ça permet d'appuyer et d'étayer et d'expliciter cette demande. Alors concrètement, voilà à peu près à quoi ça ressemble, en tout cas sur son format français. Donc un mail qui serait envoyé donc moins d'une demi-heure après le séisme avec une pièce jointe qu'on voit à droite. Donc là, c'est un bulletin qui nous donne à la fois les résumés du paramètre du séisme, la version, une petite synthèse sur l'impact global. Et puis, la check map qu'on voit, en bas, on a une carte avec les dommages aux personnes et aux biens, et puis deux pictogrammes qui représentent de manière très schématique l'ampleur de la crise au niveau global pour les blessés et les bâtiments. Une maquette a également été préparée par les collègues espagnols pour la Catalogne, donc adaptée avec 2 types de communiqués, un pour les communiqués susceptibles de faire des dommages, c'est à droite, et l'autre au centre pour les séismes, on va dire, tout venant, les plus courants.
Et puis, c'est un travail encore en cours, mais il y a la volonté, via le projet POCRISC, de traduire aussi cette information en une information communicable auprès du grand public. On ne va pas restituer une information en termes de victimes ou de nombre ou de dommages au bâtiment, mais on commence à réfléchir à quelque chose qui soit très visuel, qui peut ressembler par exemple à ce qu'on a pour l'énergie, hein, avec les échelles européennes, avec une distinction en 5 classes de l'impact du séisme, pas de son intensité, pas de sa magnitude, mais bien de son impact, donc le potentiel dommageable du séisme. Voilà, je vous remercie. On en a fini pour les présentations de cette première session, et puis je vais laisser Rosa animer la session de discussion avec vous. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à lever la main si vous voulez prendre la parole pour poser vos questions. Muchas gracias, Samuel. Vamos a ver si podemos entrar a algunas preguntas de las que están planteando las personas que atienden este workshop. Si es posible, daría la palabra a Jaime Barco para que pudiera formular su pregunta. Perdón, ha sido un error. No quería preguntar nada. De acuerdo. Perdón. Disculpado. Vemos otra pregunta por parte de Didier Combescure. Adelante, Didier. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend. Bonjour. J'avais une demande sur... en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, dont en particulier sur les outils que vous avez présentés, puis peut-être sur la partie diagnostic. Est-ce qu'il y a une réflexion sur justement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prise de décision pour aider soit le diagnostic ou alors post-traitement automatique, en particulier des données sismologiques? Muchas gracias, Didier. ¿Alguno de los ponentes se atreve con esta pregunta? Samuel. Vas-y, Katarina, commence. Donc, effectivement, on parle beaucoup effectivement de l'intelligence artificielle. On est en train de faire des études, mais c'est toujours des études de recherche. Et pour le moment, on n'a pas de résultats complètement concluants pour introduire l'intelligence artificielle pour estimation des dommages. En fait, on voudrait faire des relations à partir des méthodes d'intelligence artificielle entre effectivement la magnitude ou quelques paramètres de l'accéléromètre et l'endommagement directement. Mais pour ça, on a quand même besoin que l'intelligence artificielle apprenne sur des calculs qu'on leur donne. Ils ont besoin de beaucoup de calculs pour faire un aplatissage. On a déjà commencé à faire ça sur des projets de recherche, mais pour le moment, on n'a pas de résultats très concluants. Donc, ils ne sont pas introduits dans ce projet-là. En tout cas, ce n'était pas le but d'être introduit dans le projet POCRISC. Peut-être dans le prochain projet Interreg. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Muchas gracias, Caterina. Creo que sí que respondía a la cuestión. Damos paso a otra pregunta. Señor o señora Gili. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que le dispositif, il semble en place. Est-ce que vous pouvez le confirmer qu'il est aussi côté français? On a vu qu'il était côté espagnol avec l'exemple en Navarre. Et ma deuxième question, c'est on a vu que les témoignages de la population étaient essentiels pour caler le modèle d'évaluation. Et je voulais savoir s'il y avait une publicité qui avait été faite du site POCRISC. Voilà, une publicité auprès du public. Voilà, merci. De acuerdo. Muchas gracias por la pregunta sobre el dispositivo, sobre el terreno y sobre la publicidad del proyecto. ¿Quién quiere responder? Samuel, como veo tu imagen, siempre te propongo. Oui,
Merci. Alors pour la diffusion, c'est vrai que la diffusion a été plutôt sur des échanges, sur on va dire des publics cibles qui n'étaient pas forcément le grand public. Donc ça a plutôt été des échanges notamment avec j'évoquais les collègues pompiers des SDIS du Pyrénéen. Néanmoins, il y aura encore des actions qui sont prévues. Bon, pour tout dire, c'est vrai que le Covid a un petit peu perturbé les actions de communication prévues sur le projet. Par rapport à la question de l'opérationnalité de l'outil, pour l'instant, on est encore en phase de travail, c'est-à-dire que la chaîne de traitement fonctionne, depuis la détection de l'événement jusqu'au calcul de dommages à l'envoi de communiqués, mais pour l'instant, ils sont envoyés dans la sphère, on va dire, interne du projet. Et effectivement, l'étape d'après qui reste à faire sur les mois qui viennent, c'est avec l'appui notamment de l'entente Balabre, de définir les listes de diffusion vers qui communiquer, diffuser les communiqués. Sachant que voilà, il faut que ce soit fait a priori, ce sera une discussion qu'on va essayer de mener, je pense, côté français, avec le partenariat des préfectures, qui nous diront quel destinataire ajouter. Muchas gracias, Samuel. Abrimos otra pregunta, si os parece. Doy la palabra a Laurent Alfonso. Buenos días, Laurent. Hola, buenos días. Bonjour à tous. Bueno, lo digo en français. Bonjour à tous. Je veux tout d'abord vous féliciter, vous remercier pour cette présentation et le travail déjà réalisé qui est remarquable. J'ai pour ma part deux questions. La première, est-ce que l'outil va prévoir en fait une option retour d'expérience, c'est-à-dire pouvoir reprendre des scénarios passés pour pouvoir peut-être calibrer l'outil dans un premier temps et puis peut-être bénéficier justement de l'outil sur des scénarios passés pour s'améliorer. C'était la première question. Et la deuxième question, est-ce que l'outil sera testé, mis en œuvre en situation réelle prochainement, notamment dans des exercices? Merci beaucoup à tous. Muchas gracias, Laurent. Pues ahí se ha lanzado esta pregunta sobre la utilización de escenarios anteriores o históricos para calibrar o para evaluar el daño y si nuestras herramientas van a ser puestas en marcha o testadas en algún tipo de ejercicio. ¿Quién quiere responder? Caterina, te doy la palabra. Je peux peut-être répondre sur le retour d'expérience. Donc, effectivement, c'est très important de réanalyser tous les calculs, déjà les calculs de ShakeMap et après les calculs de dommages qu'on a fait à partir de ces ShakeMap pour mettre à jour effectivement les distributions de dommages qu'on va utiliser. C'est effectivement prévu. Les ShakeMap, ils sont tous publiés sur le site de POC-Risk. Les dommages, ils sont pas publiés parce qu'il faut que ce soit pour un public qui est formé pour retraiter, pour faire des rétroanalyses de scénarios et aussi les dommages, il y a d'autres implications par la suite. Mais effectivement, par la suite, on va avoir toutes les informations pour retraiter tous les dommages passés. D'ailleurs, juste pour préciser, tous les ShakeMap, ils ont été recalculés parce que dans le projet antérieur à POC-Risk, il y avait le projet CISPIR. Les collègues catalans, ils ont recalculé tous les ShakeMap qu'ils avaient calculés dans le projet CISPIR. Donc, en fait, il y a cette démarche-là de faire des retours d'expérience par rapport à nos résultats. Après, par rapport à la question, l'outil est testé, je laisserai peut-être à Samuel répondre. Merci Caterina. Alors en effet, je pense que c'est intéressant et puis la question nous permet de faire la transition vers l'après-webinaire, c'est-à-dire qu'à la fin du projet POC-Risk, nous avons un exercice de prévu, une mise en situation pour tester les différents outils proposés aujourd'hui,
bien sûr les communiqués dont nous parlons actuellement, mais également les autres produits qui vont être présentés par la suite. L'idée sera, sur un séisme de scénario, d'inviter le public de parties prenantes pyrénéennes, de sorte à pouvoir voir en situation comment ces produits peuvent être utilisés, sous quelles modalités, etc. Au-delà même du projet, l'idée, c'est effectivement de pouvoir ensuite tester ces outils dans des exercices peut-être à vocation plus opérationnelle, des exercices de crise conduits par les protections civiles françaises et espagnoles en Andorran, par exemple. Peut-être juste une toute petite précision, nous avons également, alors c'est pas encore diffusé, mais nous travaillons, en tout cas du côté français, nous avons mis cette fiche à travailler sur une fiche de description du produit, donc du communiqué. Alors ce travail, en fait, il doit être fait dans chaque pays différemment parce que ça dépend de la structuration de sécurité civile. Mais pour documenter l'outil et ses modalités d'usage dans les plans et par exemple en France dans les ORSEC séismes. Voilà, pour faciliter le passage d'un démonstrateur de projet à un outil opérationnel. Muchísimas gracias, Samuel, Caterina. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Adelante, Caterina. Non, je voulais juste préciser que pour le séisme de Navarra, qui était le plus grand séisme depuis la dernière année, on a déjà fait cette manip de faire le retour d'expérience, de regarder si les dommages observés sont comparables avec les dommages qu'on a calculés, bien sûr. Muchas gracias. Pues creo que no tenemos tiempo para más preguntas. Llevamos con un poco de retraso. Así pues, doy paso a la siguiente sesión sobre seguimiento de series sísmicas. Muchas gracias.